Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des généralités suivant le plan ci-contre. Donc nous allons d'abord nous allons d'abord définir et donner l'épidémiologie de la maladie. Ensuite parler des mécanismes de régulation de la glycémie, causes et classifications, les techniques de dépistage du diabète et les différentes complications que la maladie peut entraîner et enfin la prise en charge. Donc, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que le diabète est une maladie caractérisée par un état d'hyperglycémie chronique. L'hyperglycémie étant l'élévation de la glycémie et la glycémie à son taux étant le taux de glucose, le taux de sucre dans le sang. Donc, on constate ici que la maladie est principalement caractérisée par des troubles au niveau de la régulation de la glycémie. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que nous mangeons, la glycémie va s'élever et l'organisme met en place des mécanismes pour ramener la glycémie à la normale. Donc, lorsque la glycémie ne parvient pas à s'équilibrer normalement, le patient peut être déclaré. Donc, ici, nous avons quelques symptômes d'une hyperglycémie quand elle devient chronique. Donc, vous voyez la bouche sèche, somnolence, soif extrême, envie fréquente d'uriner, vision trouble, fatigue extrême et pâleur. Ça, ce sont quelques symptômes d'une hyperglycémie. Donc, nous avons ici quelques chiffres. En 2022, le Cameroun comptait 46 568 nouvelles personnes atteintes de diabète, avec 16 541 personnes hospitalisées. Ça, c'est les données qui ont été extraites du système d'information sanitaire du Cameroun qu'on appelle le DHIS. J'ai extrait cette donnée au mois de juillet, donc il y a quelques jours en fait. Et en 2021, selon un article que j'ai lu dans Cameroun Tribune, la prévalence était de 5,5% et les personnes les plus touchées étaient les personnes de 40 ans. Donc on comprend ici que c'est un véritable problème de santé publique sur lequel on devrait essayer de s'appesantir un peu plus. Donc ici on a les mécanismes de régulation de la glycémie. Donc on voit bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que après avoir mangé, généralement, vous voyez ici perturbation, ça peut être le repas ou un effort. On voit que la glycémie s'élève après avoir mangé. Quand la glycémie s'élève, le pancréas, qui est un organe situé dans le ventre, va libérer une hormone qu'on appelle l'insuline. Et c'est l'insuline qui aura pour rôle de ramener la glycémie à la normale, c'est-à-dire en favorisant le stockage du glucose. Il faut savoir que quand on consomme du sucre dans les repas, généralement, l'organisme va le stocker dans le foie, dans les muscles et quelquefois aussi dans le tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est la couche de graisse qui est présente au niveau de la peau. Donc, et à l'inverse, ça veut dire quand la glycémie baisse, le pancréas, toujours le même pancréas, va libérer une hormone qu'on appelle le glucagon qui aura pour rôle de stimuler la libération du glucose, du sucre qui a été stocké dans le foie, les muscles. Il sera libéré pour amener. Donc on voit que l'organisme met en place un mécanisme, c'est très compliqué. Là, j'ai juste essayé de simplifier pour qu'on comprenne. Un mécanisme assez complexe qui permet de stabiliser pour que la glycémie parvienne toujours à rester à la normale. On voit donc ici que la principale hormone responsable de la régulation de la glycémie, c'est l'insuline. Donc, c'est à partir de là qu'on aura la classification des principales formes de diabète, parce qu'on voit bien ici que le diabète va apparaître lorsque l'organisme aura du mal à réguler la glycémie. Donc, on peut avoir deux cas de figure. Donc, on a des cas où l'insuline n'est pas suffisamment produite et les cas où l'organisme n'arrive pas à utiliser l'insuline comme il. Donc, lorsque l'insuline n'est pas produite ou alors qu'elle est produite en quantité insuffisante, là, on parle d'insulinopénie. La maladie qui va être causée, c'est le diabète de type 1. La maladie que cela va entraîner, c'est le diabète de type 1. Et lorsque l'organisme n'arrive plus à utiliser l'insuline correctement, donc s'il y a des problèmes au niveau de l'utilisation de l'insuline, ce qu'on appelle insulinorésistance, là, on parlera d'un diabète de type 2. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres formes de diabète secondaire, comme des diabètes iatrogènes, qui sont entraînés par des traitements médicamenteux. Il y a certains médicaments comme les corticoïdes qui peuvent en déclencher des diabètes ou des déséquilibres de la glycémie chez certaines personnes. Ou alors le diabète gestationnel qui apparaît souvent chez certaines femmes quand elles sont enceintes. Mais les principales maladies, quand on parle de diabète, en fait, le terme regroupe deux maladies, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, alors, en ce qui concerne le diabète de type 1, il faut savoir que la maladie est causée par le fait que les cellules dans l'organisme chargées de produire l'insuline ont été complètement détruites. Donc les cellules pancréatiques qu'on a vu tout à l'heure là
sont complètement détruites et du coup l'organisme n'arrive plus à produire de l'insuline correctement et bien. Donc les causes sont encore mal identifiées à ce jour, mais on pense qu'il s'agirait d'une maladie auto-immune. Maladie auto-immune veut dire que ce sont les cellules du système immunitaire de l'organisme qui se rebellent contre les cellules du pancréas et les détruisent comme si c'est un élément qui n'appartenait pas à l'organisme. Généralement, cette forme de diabète va toucher les enfants, les jeunes adultes de moins de 30 ans et vont représenter environ 10% des cas de diabète. La prise en charge consiste essentiellement dans ce qu'on appelle l'insulinothérapie. Ça veut dire que ces patients sont systématiquement traités par des injections d'insuline, comme vous le voyez à l'image là. Il y a des patients qui s'injectent même ça eux-mêmes avec des protocoles définis par les médecins. Donc, vous avez ici quelques symptômes du diabète de type 1. Parce qu'il faut dire que c'est une forme de diabète assez sévère. Hein, c'est très très sévère. Quand vous avez un enfant qui fait une crise de diabète de type 1, je vous assure que c'est pas évident. Donc, vous avez l'envie fréquente d'uriner, qu'on appelle la polyurie, la polydipsie, la fatigue. Vous avez un enfant, par exemple, qui va passer le temps à dormir. Vous avez une augmentation de l'appétit et parallèlement une perte de poids expliquée. Ça, c'est des symptômes qui doivent alerter l'entourage. Vous avez un enfant qui urine beaucoup, qui boit beaucoup, qui mange comme un ogre, mais en même temps ne fait que perdre du poids. On a la bouche et la gorge sèche qui est causée par la déshydratation. Et chez les petites filles ou chez les jeunes filles, on peut avoir des infections vaginales assez fréquentes. Donc ça, c'est des signes cliniques très courants chez les personnes atteintes du diabète de type 1 qui doivent vraiment alerter la famille et pousser la famille à aller consulter. Alors qu'en ce qui concerne le diabète de type 2, ici on a comme vous le voyez, on a une résistance des cellules à l'action de l'insuline. Et cette forme représente 90% des formes de diabète. Et ici les facteurs de risque sont bien connus. On a le poids. Donc lorsqu'on est obèse ou en surpoids, c'est un facteur important qui peut entraîner le déclenchement d'un diabète de type 2. Cette forme apparaît également chez les personnes de plus de 45 ans. On a de mauvaises habitudes alimentaires. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a une alimentation qui est très riche en sucre, très riche en graisse, on a la sédentarité, le fait de ne pas pratiquer d'exercice physique et les antécédents familiaux. Quand on parle d'antécédents familiaux, ça veut dire quoi? Si dans ma famille, par exemple, je sais que mes parents sont diabétiques ou mes grands-parents étaient atteints d'un diabète, il est fort probable que moi-même, si je vis dans ce style-là, je puisse en développer un. Donc ça, c'est la forme la plus répandue. Ça représente 90% des cas de diabète. Et il faut noter que contrairement au diabète de type 1, cette maladie est souvent asymptomatique. Donc, généralement, vous avez des personnes qui peuvent vivre avec ça longtemps sans faire même un seul symptôme. Et c'est généralement quand les complications apparaissent qu'on se rend compte que la personne était malade depuis. Donc, comment est-ce que se passe le dépistage du diabète? Ici, nous avons quelques examens qui permettent de dépister le diabète chez des patients. Donc, on a le premier examen qu'on a, c'est le dosage de la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang à jeûne. Quand on parle de jeûne, c'est minimum 8 heures avec les valeurs ici là. Généralement, une personne est déclarée diabétique quand la glycémie 2 fois a été supérieure à 1,26 g par litre après 2 dosages. Entre 1,10 et 1,26, la personne est dans une forme de prédiabète. Donc la valeur normale, c'est entre 0,60 et 1,10. On a la glycémie postprandiale. La glycémie postprandiale, c'est la glycémie qui est prise 2 heures après le repas. Normalement, 2 heures après un repas, peu importe le repas, dans un organisme qui fonctionne normalement, la glycémie doit être inférieure à 2 g par litre. Donc, si on fait une glycémie postprandiale et que la glycémie, donc 2 heures après le repas, je précise bien, et que la glycémie est toujours supérieure à 2, normalement, c'est très probable que la personne soit atteinte de diabète. L'autre élément, c'est la glycosurie. La glycosurie, c'est quoi? C'est le taux de glucose dans les urines. Généralement, ça se recherche par un examen qu'on appelle la bandelette urinaire. Bon, ça a un intérêt peu significatif. Normalement, la glycosurie doit être à 0. On ne doit normalement pas trouver de glucose dans les urines. Donc, on peut observer une glycosurie chez les patients qui ont dépassé le seuil rénal du glucose. Donc, ça veut dire quoi? Si on trouve le glucose dans les urines d'une personne, ça veut dire que la glycémie de cette personne est minimum à 1,8. Chez la femme enceinte, c'est que la glycémie est minimum à 1. Et on a enfin l'hémoglobine glyquée, qui est plus indicatif. Pourquoi? L'hémoglobine glyquée, c'est le taux de glucose fixé sur l'hémoglobine. Et cet examen permet d'avoir un reflet des glycémies sur une période de 3 mois environ. Ça veut dire la valeur normale, c'est entre 4 à 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement,
dans un organisme qui fonctionne normalement, on doit trouver entre 4 à 6% d'hémoglobine avec du glucose fixé dessus. Donc vous avez ici là des valeurs qui permettent d'interpréter l'hémoglobine glyquée en fonction des glycémies moyennes. Comme on a dit, l'hémoglobine glyquée va exprimer les glycémies sur une période de 3 mois environ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un patient qui a une hémoglobine glyquée, je dis n'importe quoi, ça veut dire que sur les 3 derniers mois, la glycémie était minimum à 2,1, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on passe aux complications. Il faut savoir que le diabète va entraîner 2 principales formes de complications. Les complications aiguës et les complications chroniques. Les complications aiguës, c'est des complications qui sont généralement des urgences vitales, comme l'hypoglycémie, l'acidocétose, et l'état, il va essayer de les parcourir brièvement. Donc l'hypoglycémie, c'est quoi? C'est l'une des complications qui survient le plus souvent chez des personnes qui prennent de l'insuline. Si l'insuline n'a pas été dosée correctement et autres, ou alors si le patient a sauté un repas, ça peut arriver. Donc vous avez l'image là qui donne les symptômes de l'hypoglycémie, donc transpiration abondante, ça c'est le premier signe qui doit alerter. Ensuite des maux de tête, fatigue et pâleur extrême, tremblement, vision trouble, des sauts d'humeur et des étourdissements et la famine. Ça, c'est les principaux symptômes de l'hypoglycémie qui doivent alerter. Donc, généralement, ça survient lorsque la glycémie est descendue en deçà de 0,6 g par litre. Comme j'ai dit, ça touche généralement les personnes qui sont sous insuline. Et un autre cas est le fait d'avoir sauté un repas ou d'avoir une activité physique intense. Ou d'avoir eu une activité physique intense, autant pour moi. Et ce qui est dangereux avec l'hypoglycémie, c'est l'une des complications très mortelles. Pourquoi? Parce que ça peut rapidement entraîner le coma, des lésions hypophysaires et même la mort si la prise en charge n'est pas adéquate. Donc, les autres complications qu'on peut observer chez les diabétiques, c'est quoi? On a ce qu'on appelle l'acidocétose. Donc, l'acidocétose, c'est une augmentation de la production de corps cétonique et qui peut également conduire dans un coma appelé le coma acidocétosique. Donc, on a les causes, la principale cause, c'est quoi? L'utilisation des graisses comme source d'énergie à défaut du glucose. Comme il n'y a pas d'insuline, le corps ne peut pas utiliser le sucre normalement pour produire son énergie. Le corps va se tourner vers l'utilisation des graisses. Et lorsque le corps va dégrader les graisses pour produire de l'énergie, il y aura production des corps cétoniques qui vont entraîner une élévation de ce qu'on appelle l'acétonémie. On a l'état hyperosmolaire, ça c'est chez les personnes qui urinent beaucoup, un état de déshydratation aiguë qui peut arriver chez des personnes qui urinent beaucoup lorsque la polyurie est importante. Donc, maintenant on a les complications chroniques. Les complications chroniques, elles apparaissent généralement après de nombreuses années d'évolution du diabète lorsque la prise en charge n'a pas été adéquate. Donc, c'est dû au fait essentiellement que le diabète va, au fur et à mesure qu'il va rester dans le sang, abîmer les vaisseaux sanguins. Donc, lorsque ce sont les petits vaisseaux sanguins qui sont abîmés, on parle de micro-angiopathie. Et lorsque c'est des gros vaisseaux sanguins qui sont abîmés, on parlera de macro-angiopathie. Donc, nous avons ici une petite classification de ces complications-là. Au niveau des micro-angiopathies, ça veut dire atteinte des petits vaisseaux sanguins. On a la rétinopathie, ça veut dire l'atteinte des yeux. Il faut savoir que le diabète peut rendre aveugle. Néphropathie, atteinte des reins. Le diabète peut rendre insuffisant rénal. Neuropathie, le diabète peut abîmer les nerfs, n'est-ce pas? C'est une des complications assez fréquentes. Chez les hommes, on peut également avoir des troubles de l'érection. Oui. En ce qui concerne les macro-angiopathies, c'est essentiellement des atteintes au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. Donc, le diabète majeur les risque de faire un accident cardiovasculaire comme un AVC ou un infarctus du myocarde. On a également l'une des complications assez fréquentes, c'est le pied diabétique. Vous savez, quand une personne a le diabète et que c'est déséquilibré, la cicatrisation n'est pas souvent assez aisée chez ces personnes. Donc généralement, dans la majorité des cas, lorsque la prise en charge n'est pas adéquate et que la personne a peut-être une petite blessure au niveau du plaie, la blessure peut s'infecter rapidement, évoluer, se compliquer très rapidement au point où on peut être amené à devoir amputer le patient. Ça, c'est très très fréquent. Donc, au niveau de la prise en charge, les objectifs sont lesquels? Les objectifs, c'est équilibrer les glycémies, amener l'hémoglobine glyquée à la normale et prévenir l'apparition des complications. Et il faut noter qu'à ce jour, c'est une maladie incurable. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de traitement qui permet de guérir. Donc, c'est une maladie qui nécessite généralement un accompagnement à vie. Donc,
Si c'est le diabète de type 1, généralement la prise en charge c'est une insulinothérapie en plus de la prise en charge nutritionnelle. Si c'est le diabète de type 2, en première intention c'est la prise en charge nutritionnelle. On va prescrire une activité physique modérée et régulière. Quelquefois on va utiliser des médicaments qu'on appelle les antidiabétiques oraux et quelquefois dans des cas assez graves, on peut être amené à avoir recours à des injections d'insuline, l'insulinothérapie. Donc je vous remercie pour votre attention.